Bonjour à tous. Quand on a parlé un petit peu de l'organisation de la journée avec Florence, on s'est demandé ce que je pouvais bien raconter. Et ce qu'on a eu comme idée, c'était d'un peu de revisiter les différents exemples que j'avais pu montrer lors de précédentes réunions, conférences, débats VO, et de voir un peu où ces acteurs, ces nouveaux entrants, en étaient en ce qui concerne leur évolution et la façon dont ils avaient rejoint ou non leur public. Donc le parti pris que j'ai pris aujourd'hui, c'est de me concentrer plutôt sur les nouveaux entrants. On en a parlé un petit peu ce matin. Donc surtout, on va voyager vers la Californie, entre autres, aux États-Unis, où il y a pas mal de nouveaux acteurs qui sont apparus depuis 3-4 ans maintenant. Et puis je vais parler un petit peu d'acteurs européens pour terminer sur des acteurs plus traditionnels et voir un peu ce qu'ils font. Donc juste pour situer les différents acteurs, ou plutôt les marchés. Donc aujourd'hui, vous avez des marchés VO en Europe qui se situent, on va dire, entre 1 et 1 million de véhicules, 1,5 million de véhicules vendus par an, et puis 8 millions pour certains marchés comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Avec un phénomène qui est, je dirais, qui est apparu depuis 3-4 ans, c'est que ces marchés-là sont en augmentation. Et le marché du VO, traditionnellement, vous le savez tous, est moins sujet aux crises que ne peut l'être le marché du véhicule neuf. Donc en haut du graphe sur la gauche, là j'ai marqué le chiffre de vente VO aux États-Unis en 2016, un peu plus de 40 millions de véhicules. Le ratio VN-VO aux États-Unis est à peu près égal à la moyenne de l'Europe, c'est-à-dire autour de 2,5. Le marché est relativement stable aux États-Unis, il ne montre pas une croissance ces dernières années, mais relativement stable. Ensuite, sur la droite du graphe, vous avez, du slide, vous avez des exemples de contribution au profit de l'activité VO sur les profits totaux des concessionnaires. Et là, on voit des différences par contre. Donc en Europe continentale, on a des contributions au profit qui varient entre 5 et un petit 15%, donc 5 pour l'Espagne et un petit 15% pour la France. Ça augmente, mais ça augmente doucement. Et on est encore loin des ratios qu'on peut trouver aux États-Unis et en Angleterre qui tournent entre 25 et 30%. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un... Ah, voilà. Il y a un... Allez, ça allait mieux. Il y a je dirais peut-être un degré de professionnalisation qui est plus important dans les pays anglo-saxons qu'en Europe continentale. Donc les prochains graphes vont se centrer sur les nouveaux entrants, donc moi ce que j'ai appelé les tops et les flops des acteurs de la nouvelle économie. Et donc vous verrez qu'il y a des success stories, mais pas seulement. On en a parlé un peu ce matin. Donc on va commencer avec un acteur qui a été créé en 2012. C'est un des premiers acteurs qui a eu cette idée-là, si vous voulez, sur la plateforme californienne aux États-Unis. L'idée qui est toujours en place aujourd'hui et qu'ils ont mis en avant dès le début, c'était qu'il fallait quelque part court-circuiter les concessionnaires, les vendeurs VO, que ça coûtait moins cher. Et ils font toujours la promotion de ce discours-là. Donc là, vous ne pouvez pas forcément bien voir, même si vous allez sur leur site, vous verrez qu'en gros, ils disent qu'on a des frais de reconditionnement des véhicules d'occasion qui sont plus élevés en moyenne que les professionnels traditionnels, parce qu'on met l'accent là-dessus, précisément. Mais ensuite, tous les autres coûts sont moindres pour arriver à des différences de prix moyen par rapport à un concessionnaire qui tourne autour de 1 900 $. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le prix moyen d'un véhicule d'occasion, c'est autour de 18 000 $. Donc ça fait exactement 10%. Et donc les prix, là où ils économisent, c'est sur le personnel, sur les frais de structure, parce que vous verrez tout à l'heure qu'ils ont des nouveaux concepts qui sont plus, je dirais, qui demandent moins de surface de terrain que les concessions traditionnelles, que tout ce qui est vente additionnelle type, parce qu'aux États-Unis c'est très répandu, tout ce qui est garantie anti-corrosion, etc., protection de la peinture, tout ça, ils ne le mettent pas en avant. Donc au final, vous avez une différence relativement importante. Alors évidemment, tout est fait en ligne, c'est la base de leur concept. Le choix des véhicules qui est certifié, c'est-à-dire que les véhicules sont vérifiés par les experts de Carvana. Aujourd'hui, vous avez à peu près 8000 véhicules en stock virtuel, évidemment, sur leur site. Vous avez des systèmes d'examen virtuel du véhicule d'occasion qui sont assez poussés. Chaque véhicule est pris en photo avec des systèmes 3D à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Encore une fois, je vous invite à aller sur leur site, vous verrez, c'est très bien fait. Et ils mettent en exergue les petits défauts qu'il peut y avoir sur un véhicule donné. Et ça, c'est pour contrer les remarques qui avaient été faites par certains utilisateurs au début en disant, voilà, le concept quand on achète à distance,
on achète des véhicules qui ont des défauts, on ne les voit pas, etc. Donc là, au contraire, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en avant les défauts qu'il peut y avoir sur les véhicules pour pas que le client ait une mauvaise surprise à l'arrivée. Le processus est donc entièrement en ligne, à la fois pour l'évaluation de la reprise du véhicule. Donc là, le prix est donné en 2 minutes. Ils ont des systèmes experts qui vous donnent une estimation de prix qui est ferme pour les 2 minutes. Vous pouvez évidemment faire des estimations pour tout ce qui est financement, etc. Ils prétendent d'ailleurs avoir des taux de financement qui sont bien inférieurs à ceux des concessionnaires. Vous avez des systèmes de livraison et de collecte chez le client. Alors ça a changé par rapport, j'avais fait une présentation là-dessus il y a 2-3 ans. À l'époque, ils disaient la livraison gratuite. Aujourd'hui, c'est plus gratuit. Vous verrez qu'il y a différents systèmes qui existent. Mais si vous optez pour un système qui est livraison chez vous, il faut payer la livraison. Ce n'est pas compris dans le prix. Et ça, ils le font tous aussi. Retour sans condition, sous 7 jours, vous pouvez retourner le véhicule. Donc ça, c'est fait pour, quelque part, rassurer le client. Et ensuite, alors, quelque chose qu'ils ont développé depuis... C'était déjà présent au début, mais il n'y avait qu'un système comme ça. C'est ce qu'ils appellent les vending machines. Alors vous voyez sur la photo comment ça se présente. Aujourd'hui, vous en avez, il y en a 5 qui ont été mises en place. Ils font même de la pub en disant ça ne sert à rien de secouer la machine, vous n'allez pas avoir une voiture qui va tomber et vous l'aurez gratuite. Et après, évidemment, il y a tout un système, c'est un peu une mise en scène qui est mise en place. Il y a une petite photo là, avec un outil électronique, vous mettez effectivement une grosse pièce dans la machine qui correspond à un code que vous avez, etc. Et la voiture est amenée par la machine. C'est vraiment un aspect un peu ludique qu'ils ont développé. Alors, ils disent qu'effectivement, ça prend beaucoup moins de place qu'une concession traditionnelle. N'empêche que chaque tour coûte à peu près 6 millions d'euros à développer. Et ils ont effectivement, pour développer ces outils-là, ils ont fait appel donc, à des financements privés, pas publics pour l'instant. Vous voyez les chiffres de vente là, qui sont assez exponentiels à peu près. C'est des chiffres qui sont assez difficiles à obtenir. C'est des sociétés qui généralement sont assez opaques. On arrive à trouver des indications dans la presse. Donc autour de 350 millions de dollars réalisés l'année dernière, ce qui correspond à peu près à 20 000 VO. Et donc avec cet argent-là, ils ont levé 160 millions de dollars il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en mi-2016. Ils vont développer ces fameuses vending machines. À l'heure actuelle, ils en installent à peu près une par mois aux États-Unis. Donc c'est un acteur qui a quand même encore les faveurs des investisseurs. En 1995, il a été nommé comme étant la cinquième start-up la plus prometteuse par le magazine Forbes. En 2015, pardon. 1995, ça fait longtemps. Et donc, ils ont prévu une entrée en bourse, qui sera l'étape ultime, effectivement, sans doute, de leur développement, courant 2017, pour une valeur estimée à autour de 2 milliards de dollars. Donc là, effectivement, s'ils y arrivent, les investisseurs retrouveront bien évidemment leur mise. C'est un peu le but du jeu. Alors, deuxième success story, toujours aux États-Unis, une société qui s'appelle Vroom.com. Donc là, elle aussi continue son expansion. L'année dernière, j'en avais parlé. Alors, ils avaient sur leur site, ils se vendaient comme étant the biggest online car store in the world. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Sans doute qu'il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Ils sont un peu plus gros dans l'absolu que Carvana dont je viens de parler. Donc ils ont vendu 50 000 véhicules d'occasion en 2016. Il faut comprendre que cette société-là et Carvana, à chaque fois, ils prennent la propriété du stock. Donc effectivement, ça leur permet d'avoir des chiffres d'affaires qui sont très importants. Vous voyez l'évolution entre 2016 et 2017 sur la droite du graphe. Donc effectivement, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, augmenté leur nombre de véhicules d'occasion en ligne, etc. La différence par rapport à Carvana, c'est que eux disent toujours qu'ils font de la livraison gratuite. Donc, enfin, elle n'est pas gratuite, elle est comprise dans le prix de la voiture avec des algorithmes. Et ils la livrent pas par des vending machines, mais par un camion. Vous voyez les photos. Ça fait un peu comme une matchbox, donc avec des voitures. Enfin, tout ça est un peu scénarisé quand même. Donc des voitures qui ressemblent à des jouets et très bien préparées, encore une fois, pour le client. Vous voyez aussi sur la droite, avec un point d'interrogation, dit Amazon for Cars. Alors évidemment, tous ces nouveaux entrants, toutes ces licornes, comme on les appelle, se prétendent d'Amazon pour pouvoir attirer les investisseurs. Alors, autre différence par rapport concernant Vroom par rapport à l'année dernière,
L'année dernière, en 2015, ils avaient acquis pour à peu près 100 millions de dollars une société qui s'appelle Texas Direct Auto, qui était spécialisée dans le reconditionnement des voitures. Ils avaient déjà, donc à mi-2016, à peu près 30 000 m² pour reconditionner ces voitures, et ils ont rajouté 15 000 m² en un an. Donc ça reste un axe fort de leur développement. Vous voyez le graphe donc sur la droite qui exprime les montants qu'ils ont levés au cours de leur courte vie, on va dire. Donc vous voyez qu'il y a eu un pic en 2015 où ils ont levé à peu près 100 millions de dollars. Ils ont refait je dirais une levée en 2016 pour à peu près la moitié. Mais ça commence à baisser, mais ils sont toujours bien vivants dans l'univers des startups. Et ils ont engagé un PDG qui vient d'un concurrent de Booking qui s'appelle Priceline, qui donc maintenant est aux manettes pour cette entreprise-là. Donc ça, c'était deux beaux exemples, on va dire, de sociétés qui fonctionnent aux États-Unis, de licornes, si on peut les appeler comme ça. On verra après. Il faut quand même préciser qu'aucune des sociétés, malgré leur chiffre d'affaires, ne fait de profit pour l'instant. C'est de là. Et on va passer à des exemples un peu moins glorieux. Donc on en a aussi parlé ce matin, c'est BP. Donc BP, je ne suis pas forcément développé, puisqu'on a évoqué les causes ce matin, mais disons qu'ils ont un site qui est un site en stand-by aujourd'hui, en fait, il n'y a plus rien quand vous allez dessus en tant que client. On verra tout à l'heure qu'il y a encore quelques clients qui essayent d'y aller quand même. Ils ont brûlé, entre guillemets, 150 millions d'euros depuis 2014, dont 70 millions d'euros qui ont été investis la dernière fois, c'est-à-dire en fin 2015, ou mi-2015, pardon, par la société SAIC, qui est une société chinoise. Ils prétendent avoir vendu 150 000 véhicules d'occasion. Je pense que c'est vrai, mais vendu c'est entre guillemets, puisque cet acteur-là, contrairement aux acteurs précédents, ne faisait qu'un rôle d'intermédiation. Il prenait 9% sur la commission, mais il ne prenait pas la propriété du stock. Alors deux autres exemples peut-être pour conclure sur la partie américaine, que vous connaissez peut-être moins bien, une société qui s'appelle Shift. Alors ces deux exemples-là, encore une fois, ne prennent pas la propriété du stock, ils prétendent faciliter à la fois le processus d'achat et le processus de vente des véhicules d'occasion. Donc c'est une société qui s'appelle Shift, qui a été créée en 2013 et qui a levé entre 2014 et 2015 75 millions de dollars. Il y a eu un accord avec Hertz qui est intervenu fin 2016 pour la revente et le reconditionnement des véhicules d'occasion de cette société de location. Mais début 2017, et ça n'apparaît pas encore tellement sur leur site, parce que le site de Washington est encore actif, mais toujours est-il que dans la presse spécialisée, on s'aperçoit qu'ils ont fermé leurs activités dans l'État de Washington et ils ont débauché 25 personnes, c'est-à-dire à peu près 10% de leur personnel. Donc ce n'est pas une société qui, malgré le fait qu'elle a réussi à lever de l'argent, donne tous les signes de bonne santé. Deuxième exemple, Calypso. Donc là, c'est vraiment un plus petit acteur. Ils ont levé, entre guillemets, que 1,3 million de dollars dans leur existence. Rien levé depuis. Il y a un indicateur. Alors, ils sont toujours actifs. Vous verrez aussi, il y a encore des clients qui vont sur ce site-là. Toujours pareil, c'est des intermédiateurs. Mais en 2016, les fondateurs ont créé un livre qui s'appelle « Overcoming Bumps in the Road in the Used Cars Industry ». Ça veut dire comment faire en sorte de passer les nids de poules sur la route des véhicules du commerce des véhicules d'occasion. Donc, pareil, ils ont certainement appris des choses, mais ce n'est pas un signe de très bonne santé. Donc voilà pour le tour américain. En ce qui concerne l'Europe, alors il y a plusieurs acteurs, dont un qui est assez connu, qui s'appelle We Buy Any Car, qui est développé en Angleterre, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais me concentrer plutôt sur un acteur qui s'appelle AutoOne, qui est sans doute le site qui se rapproche le plus des nouveaux modèles américains, en ce sens où, effectivement, ces acteurs-là prennent la propriété du stock. Donc, ils prétendent avoir vendu aujourd'hui à peu près 150 000 véhicules depuis leur existence. Vous voyez encore une fois les graphes de leur évolution de chiffre d'affaires entre 2016, la fois où j'avais parlé d'eux la dernière fois, et puis aujourd'hui. Aujourd'hui, ils estiment, pareil, les chiffres sont assez difficiles à obtenir, mais on estime qu'ils font à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Ce qui ne matche pas tout à fait quand vous faites les calculs avec le fait qu'ils disent aussi dans la presse qu'ils vendent 1000 véhicules d'occasion par jour. Ou alors, il faut vraiment qu'ils les vendent pas très cher. Parce qu'il y a un facteur 2, entre 2 et 3 à peu près, si on fait le calcul.
Et puis, eux aussi, pareil, ils cherchent je dirais, à se vendre auprès d'investisseurs privés pour l'instant. On parle d'une introduction en bourse, mais c'est pas je dirais, clarifié en termes de date. Donc, ils se valorisent à autour d'1 milliard de dollars, voire d'euros, pardon, pas de dollars, c'est des euros, et donc, voire deux pour certains experts. En revanche, comme tous, ils sont à la recherche de cash, d'argent. Donc, ils ont levé de façon certaine à peu près 120 millions d'euros en 2015 et après de façon un peu plus opaque, parce que ce n'est pas répertorié dans certains sites spécialisés là-dedans, en tout à peu près 200 millions d'euros depuis leur existence. On a dit qu'ils cherchaient 500 millions d'euros en 2016, ils n'ont pas réussi à l'élever, donc on pense qu'en 2017, ça va être une année clé pour cet acteur-là, pour son facteur de développement. Alors quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi sur le graphe précédent, il se développe en France. En 2016, ils ont embauché 150 personnes, et si vous allez sur leur site aujourd'hui, il y a depuis mars 20 annonces fermes pour des emplois dans cette société qui sont soit des annonces liées à des commerciaux, soit à des experts en informatique. Donc en ce qui concerne les petits soucis, effectivement, ce burn rate, il est important, donc il faut qu'ils trouvent des moyens financiers. Et ensuite, vous avez des soucis de fonctionnement qui sont un peu inhérents à ces sites-là, ces sites d'intermédiation. Donc un client allemand qui dit les prix de reprise sont attractifs sur le net, mais quand on va sur un site physique pour faire effectivement évaluer le véhicule, là du coup c'est beaucoup moins intéressant. Et puis un propos d'un ex-manager de cette société en France, et qui est peut-être propre, et on a parlé aussi tout à l'heure lors de l'intervention du responsable de Peugeot, en disant qu'effectivement, ces sociétés-là sont souvent des sociétés qui sont spécialisées dans le web market, pas forcément dans l'industrie automobile et encore moins dans le marché du véhicule d'occasion. Et enfin, là, j'ai mis un petit graphe avec marqué Prozac Land, c'est le titre d'un livre qui est sorti sur l'univers des startups, un peu ce qui est caché derrière en termes d'emploi. C'est pas toujours rose, c'est pas parce que vous avez une box Wii ou un baby-foot que l'ambiance de travail est forcément, ou les salaires sont forcément intéressants. Donc pour conclure sur ces acteurs-là, quelques chiffres qui, à mon avis, mettent bien en perspective la façon dont ils ont évolué et puis peut-être la problématique qui est associée à tout ça. Si on fait le calcul, on s'aperçoit que depuis 2012, sur les 5 sociétés dont vous voyez les logos, là, c'est-à-dire Shift, Carvana, BP, Vroom et puis AutoOne, il y a 1 milliard de dollars qui ont été investis sur ces sociétés-là en 5 ans. Ça représente, d'après nos calculs, et ce qu'ils disent avoir vendu comme véhicule d'occasion, à peu près 1500 dollars par véhicule d'occasion vendu. Donc c'est quand même relativement important. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des fortunes diverses, mais pour l'instant, et ça, ils n'ont pas trop peur de le dire, on le trouve sur Internet, aucune de ces sociétés n'est rentable pour l'instant. Et après, autre chose qui peut être intéressant aussi pour la mise en perspective de ces sites, c'est leur trafic. Et nous, on a accès à un certain nombre d'informations qui sont liées au trafic des sites. Donc là, vous voyez dans le graphe, c'est uniquement pour les sites peer-to-peer, les différentes performances des sites qui sont associés à ça. Alors vous avez le premier en Europe, il y a WeBuy et Nicar qui ne prend pas la propriété du stock, j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas mis. Eux, ils font 900 000 visites par mois. Comment ça s'appelle, Virkaufen dein Auto, ça c'est en gros, vendez votre voiture en allemand, c'est AutoOne qui est derrière. Donc eux, c'est 700 000. Puis après, ça décline régulièrement jusqu'à AutoHero, qui est encore un site de AutoOne qui est développé aux États-Unis. Donc, ce qui est intéressant de mettre en perspective, c'est qu'effectivement, vous avez des chiffres qui sont en valeur absolue peut-être intéressants, mais quand on les compare à des acteurs beaucoup plus traditionnels comme Le Bon Coin en France ou Mobile en Allemagne, voire AutoTrader, qui est un site de vente classique de petites annonces, on va dire VO, aux États-Unis ou CarMax, on s'aperçoit que vous avez un facteur de fréquentation de ces sites qui varie entre 10 à 50, sans nécessairement en considérer Le Bon Coin, parce que si on le met dedans, ça monte jusqu'à 500. Donc pour conclure, je vais parler d'acteurs un peu plus traditionnels, et montrer aussi que dans le monde réel, il y a des initiatives ou des entreprises qui sont très florissantes. J'ai parlé de CarMax en termes de pénétration. Donc je vais faire un point là-dessus. La dernière fois que j'avais présenté CarMax ici, c'était en 2013, avec certains chiffres. Donc en gros, pour faire court, CarMax, entre 2013 et 2016, ils ont tout multiplié par 1,5. Ils ont multiplié par 1,5 leur chiffre d'affaires, leur nombre de sites, leur nombre de ventes à la fois à particuliers et à marchands.
etc. Pas leur profit par voiture, mais sinon tout a été multiplié par 1,5. Donc ça veut dire que malgré l'avènement de tous ces nouveaux acteurs, hein, de toutes ces nouvelles startups aux États-Unis, cet acteur-là a très bien résisté. En termes de profit par véhicule, vous voyez qu'ils font un peu plus de $2000 de profit, de marge brute par voiture vendue à particulier, et à peu près $1000 par véhicule d'occasion, ce qui sont des chiffres très élevés par rapport aux standards européens. Et leur secret, évidemment, j'en avais parlé à l'époque, ça n'a pas changé, c'est le fait qu'ils soient très gros, donc ils ont une capacité à aménager, à gérer de la donnée qui est très importante. Et puis aussi, ils séparent très très bien les processus d'achat et les processus de vente des véhicules. C'est des lignes séparées physiquement dans leur site. Et donc, il n'y a pas d'interconnexion, si vous voulez, directe entre la vente d'un véhicule et l'achat d'un véhicule d'occasion. Ensuite, ce qu'ils font aussi très bien, c'est évidemment la vente de financement, etc. Et le reconditionnement. Ils ont des mini-usines qui sont développées. Et en 12 heures, les véhicules d'occasion sont reconditionnés de A à Z. Donc ça, c'est un acteur à suivre. Pour l'instant, il continue de se développer aux États-Unis, mais le jour où ils décideront de venir en Europe, je fatigue. Et ouais, voilà, c'est ça. Ça risque d'être un acteur à regarder s'ils viennent, notamment peut-être en Angleterre. Alors, autre acteur, ça aussi j'en avais parlé la dernière fois, c'était intéressant de voir comment ils évoluent. C'est le groupe Sonic avec leur concept EcoPark. Donc Sonic, c'est un grand groupe américain qui est à peu près le 2e ou 3e aux États-Unis. Et ils ont développé un concept très très novateur qui est spécialisé sur les véhicules d'occasion de à peu près moins de 3 ans. Où vous voyez les photos, là, c'est vraiment un univers qui est complètement orienté vers l'expérience client et l'informatique. Vous avez très peu de véhicules dans les sites et beaucoup d'écrans, etc., qui vous permettent de chercher le véhicule et de trouver le véhicule que vous voulez. Donc le premier site qu'ils ont lancé, c'était du côté de Denver, donc il y avait quelques annexes, mais au total, dans le site principal, il y a 700 véhicules d'occasion qui sont stockés. Ils vendent à peu près, sur ce site-là, 350 véhicules d'occasion par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air de marcher, puisqu'ils développent le concept, je dirais, en dehors de la zone initiale de Denver. Donc il y a 4 sites qui sont en préparation pour l'instant, et ils envisagent d'en ouvrir 25 à 30 cette année dans le reste des États-Unis, avec pour objectif au final d'en avoir 10 par État aux États-Unis, c'est-à-dire à peu près 500. Donc on est quand même dans une perspective d'évolution qui est très importante. Le concept a fait parler de lui et fait réfléchir certains de leurs concurrents. Donc vous voyez AutoNation, là le petit logo. AutoNation, c'est pour le coup le plus grand groupe de distribution aux États-Unis qui apparemment est intéressé par le concept et va développer quelque chose de similaire dans les prochains mois. Donc pour terminer, je dirais qu'effectivement on parle beaucoup de licorne à l'heure actuelle, mais vous avez vu les chiffres. La licorne, c'est un animal qui est certes très attrayant, mais ça reste relativement mythique. Moi, j'en ai jamais vu. En matière de véhicules d'occasion, si on regarde surtout en Europe, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont assez traditionnels. Donc j'ai mis la photo d'un percheron. Là. J'ai rien contre les percherons. Et ces acteurs traditionnels, ils peuvent évoluer, voire aussi être perturbés par des acteurs qui sont plus performants. Donc là, c'est la photo d'un pur sang. Et comme je le disais tout à l'heure, la question, je pense, c'est quid de l'adaptation d'un modèle CarMax. Alors, on ne peut pas le transposer tel quel, mais on peut se poser la question de savoir ce qui va se passer lorsque un acteur comme ça, ou quelque chose de similaire apparaîtra en Europe. J'ai mis 2 logos là, pour des clients, enfin des acteurs potentiels qui pourraient faire ça. Aramis Auto, pourquoi pas. Leur approche est assez intéressante, se rapproche, pas en termes de dimension, mais en termes d'esprit de ce qu'a fait CarMax. Et puis Car Giant, c'est un acteur anglais. Ils vendent 30 000 véhicules d'occasion par an sur un seul site.